tombée dans la marmite de l'esprit critique en 2006 lorsque j'ai rencontré Richard Monvoisin. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, qui officie à l'université de Grenoble en cours de zététique et d'esprit critique, donc, parce que c'était mon formateur CIUS à l'époque. Donc, dans la formation doctorale, on suit des cours, notamment d'initiation à la recherche, et Richard Monvoisin en faisait partie. Et assez rapidement, en fait, on a sympathisé et l'apport de la psychologie l'a beaucoup intéressé. Et on s'est mis ensemble en fait, à animer des conférences, notamment sur les dérives sectaires et les techniques de manipulation qui sont à l'origine du fait qu'on adhère à des croyances qui, au départ, ne sont pas les nôtres et ne sont pas celles auxquelles on adhérerait spontanément et qui nous mettent sous influence. Donc voilà d'où je pars et pourquoi aujourd'hui je suis là. Depuis, il y a presque 20 ans qui se sont écoulés. Et du coup, je fais partie du groupe de travail Développer l'esprit critique du CESEN, avec qui on développe des réflexions, des travaux et des formations à destination des enseignants pour développer l'esprit critique. Alors pourquoi aujourd'hui on se pose la question de développer l'esprit critique à l'école? Eh bien, ça part à l'origine d'une demande sociale. Gérald Bronner, sociologue, parle de dérégulation du marché de l'information avec Internet. Alors pourquoi dérégulation? Parce qu'en fait, au même niveau désormais, se trouvent des niveaux d'information avec une hétérogénéité de qualité qui fait que on se retrouve face aussi bien à des informations vraies que face à des croyances dites non fondées. On en parlera plus particulièrement, des pensées conspirationnistes, des théories du complot, et depuis maintenant une dizaine d'années, une augmentation de la défiance vis-à-vis de la science et de ses méthodes. Donc, encore plus récemment, du coup, l'avènement de l'IA, fin 2023 avec ChatGPT qui est désormais accessible et libre, presque de droit en fait, qui montre que l'activité de l'IA sur Internet est majeure. Petite statistique, 32% de robots plutôt à influence délétère, 17% de bons robots, contre seulement la moitié de l'activité sur Internet qui est menée par un être humain. Et ces chiffres vont certainement évoluer et pas dans le bon sens. Alors, une dérégulation du marché de l'information et de plus en plus de documentation scientifique sur les impacts réels que cela peut avoir sur nos comportements dans divers domaines, avec parfois des conséquences graves, notamment dans le domaine de la santé. Avec la pandémie de Covid, on a quantifié les morts qui sont dues à de la désinformation, à des théories conspirationnistes, pour ne citer que cet exemple. Et dans le domaine de l'éducation, on a bien sûr les neuromythes, pour ne citer que. Donc aujourd'hui, on a une demande sociale de développer l'esprit critique. Encore faut-il savoir de quoi on parle quand on parle d'esprit critique. Et là, c'est la première difficulté. Quand on interroge les théories naïves des enseignants, de la population civile, eh bien, on ne retrouve pas systématiquement un consensus avec ce que la littérature scientifique peut en dire, notamment en France. Donc, pour essayer un petit peu d'amener cette définition et de l'intégrer dans une approche plus fonctionnelle du traitement de l'information, on va se poser la question des fausses croyances, puisqu'en fait, à la base, ce qui est problématique, ce n'est pas forcément qu'il y ait des fausses informations qui circulent, il y en a toujours eu. Le problème, c'est qu'on émet des comportements qui sont basés sur un système de croyances qui est notre vision du monde, qui est notre grille d'évaluation, notre perception du monde, à partir duquel, du coup, on produit des comportements. Ces comportements, ils ont un objectif principal d'adaptation et pas forcément corrélés de manière... et pas forcément corrélés de manière parfaite avec l'exactitude ou l'optimalité. Et l'esprit critique, si on le développe,
l'objectif, ce serait d'enrayer cette influence que peut avoir des fausses croyances sur nos comportements. Mais on peut être encore plus efficace en développant l'esprit critique dans une visée de prévenir la cristallisation de ces systèmes de valeurs, de ces systèmes de croyances erronés. Alors, comment on fait et qu'est-ce qui vient en fait avant l'établissement de ces fausses croyances? Alors d'abord peut-être, qu'est-ce qu'on entend par fausse croyance quand on est scientifique? C'est très documenté et les classifications qui concernent les fausses croyances sont multiples. Elles dépendent des catégories auxquelles on s'intéresse et les consensus tournent autour d'un enjeu, c'est est-ce que c'est démontré empiriquement parlant? Est-ce que c'est quelque chose qui, dans le réel, existe à partir de données probantes? Ça nous permet donc de distinguer des croyances dites paranormales, de croyances dites pseudo-scientifiques et, troisième grande classe, les fameuses théories du complot. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces croyances-là parce que ce n'est pas l'enjeu de la conférence aujourd'hui, mais s'il y a une seule chose à retenir, c'est que ces croyances erronées ont un point commun, c'est qu'elles ne reposent sur aucune preuve empirique. Là, à vous de me dire si vous êtes d'accord. Si elles ne sont basées sur aucune preuve empirique, il conviendrait alors de désadhérer à ce système de croyances. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On devrait donc les éliminer. Et ça, c'est la première question qu'on doit se poser quand on développe l'esprit critique. Est-ce que je suis prêt, moi, à éliminer des fausses croyances que j'ai parce qu'il est démontré qu'elles sont erronées? Et ça, le oui n'est pas évident, en fait. Donc, il y a des sujets sur lesquels on n'est pas prêt et on a le droit, en fait. L'idée, ce n'est pas d'avoir un jugement de valeur sur tu devrais ou tu devrais pas. L'idée, c'est juste de dire, quand je développe l'esprit critique, c'est de rendre clairvoyant sur le fait que croire ça ou avoir cette vision-là du monde, ce n'est pas ce que l'on retrouve dans la réalité. Maintenant, on a le droit d'y croire. Et l'exemple principal qu'on peut avoir de ce bien fondé ou non, d'ailleurs, de croire, c'est la foi. La foi, c'est une croyance qui ne repose sur aucune donnée empirique et qui s'en réclame, c'est-à-dire qu'elle se passe de preuves. Ok, pas de problème, il n'y a pas de jugement. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce qui est à l'origine de ces fausses croyances? Quels sont les déterminants? Et auquel cas, ce sont autant de leviers sur lesquels on peut agir en tant que pédagogue pour limiter leur cristallisation. Donc, je ne vais pas tous les passer en revue, je vais me concentrer sur certains d'entre eux à partir d'illustrations expérimentales issues de la littérature pour vous donner des pistes concrètes de ce que vous, en classe, vous pourriez mettre en place avec vos élèves. Sachez que les déterminants de ces fausses croyances sont classés en deux catégories. Vous avez d'un côté plutôt les déterminants dits cognitifs. On retrouve là-dedans, bien sûr, cette idée qu'on oppose une pensée intuitive à une pensée plus analytique, plus délibérative, qui, elle, est propice à la prévention de l'établissement de ces fausses croyances. Et du côté de la vérité illusoire, on a aussi l'idée que la familiarité est une donnée essentielle à connaître. Pourquoi? Parce que souvent on entend « oui mais moi je sais que c'est faux, donc c'est pas grave si je vais sur les réseaux comme TikTok par exemple, parce que c'est faux, donc ça n'a pas d'influence sur moi ». Eh bien, ce n'est pas totalement vrai. Les travaux en psycho montrent que le sentiment de familiarité a tendance à augmenter la probabilité qu'à la fin, on finisse par accepter. L'idée, c'est que comme c'est une pensée qui rentre dans notre système cognitif, eh bien, au fur et à mesure de la familiarité qui s'installe avec cette idée, elle rentre petit à petit dans notre réseau sémantique, dans notre réseau de systèmes de valeurs qui nous permet de percevoir le monde et de lui donner sens. Et donc cette information erronée, ou pas tout à fait vraie, ou un peu polarisée sur certains sujets, eh bien, elle finit en fait par influencer notre système de pensée, et donc nos actes. Donc le sentiment de familiarité,
enfin la simple exposition à une information peut potentiellement être à l'origine d'une fausse croyance, même si celle-ci, on sait qu'elle est fausse. Deuxième classe de déterminants des fausses croyances, les déterminants, bien sûr, socio-affectifs. On retrouve la grande classe des émotions. Une caractéristique principale d'une fausse information, d'une fausse croyance, c'est qu'elle est chargée émotionnellement et donc déclenche un processus motivationnel de faire face, peu importe lequel, qui explique dans une grande majorité des cas notamment la popularité des théories du complot. Donc, on vient d'identifier un certain nombre de déterminants de ces fausses croyances et sur l'explication des conséquences sociales de ces fausses croyances, on a maintenant une clé en termes de traitement de l'information. Est-ce que, en jouant sur ce traitement de l'information, on peut enrayer le phénomène conséquentiel que l'on retrouve, par exemple, dans le cadre des théories du complot où on observe une plus grande probabilité d'exprimer des attitudes racistes, une polarisation, une violence politique, et aussi des pratiques pauvres en santé, avec les antivax. Et c'est ça qui nous a... c'est de là où tous nos travaux scientifiques ont commencé, notamment avec Anthony Lantian, sur la question est-ce que quand on adhère aux théories du complot, et c'est la défense de ce type de population, c'est de dire, bah ouais, mais nous, en fait, on a de l'esprit critique parce qu'on n'adhère pas à la thèse officielle, en fait. On va au-delà des explications toutes faites. Ok, mais ben, en fait, testons-le. Est-ce que effectivement, plus on adhère à une théorie du complot, est-ce que plus par ailleurs, on a des capacités d'esprit critique qui sont élevées? Donc on l'a testé expérimentalement dans une série d'études corrélationnelles. Donc on a mesuré le niveau d'adhésion aux théories du complot sur une cohorte d'étudiants de psycho de plusieurs universités de France. Et on a mesuré la capacité d'esprit critique à travers ce qu'on appelle le test d'Ennis. Et je vous en parlerai un petit peu plus à la fin parce que j'ai une proposition malhonnête à vous faire. Le test d'Ennis, c'est une situation de la vie quotidienne qui est un essai fictif dans lequel on a des arguments fallacieux qui s'y trouvent et des arguments corrects. Et l'enjeu de la tâche, c'est de débusquer justement les arguments qui sont fallacieux. Plus on identifie correctement et on justifie correctement le caractère fallacieux des arguments, plus on a une performance élevée à cette tâche, ce qui est un indicateur d'esprit critique. Voilà la corrélation que l'on trouve et que l'on réplique plusieurs fois. Donc elle est petite. Pour vous donner une idée, elle explique 5%. Il y a 5% de variance commune entre nos deux variables, mais la tendance semble exister et assez robuste. On a plus l'adhésion aux théories du complot est importante, moins par ailleurs, les performances d'esprit critique sont élevées. Alors attention, ça n'implique pas un lien de causalité. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas d'esprit critique qu'ils tombent dans les théories du complot. 5%, et en plus c'est un lien corrélationnel, il faut démontrer le lien de causalité, et pour l'instant c'est pas fait. Donc il y a d'autres domaines dans lesquels ces fausses croyances ont une implication. Je ne vais pas toutes les citer. Sachez juste, et on retiendra ça pour la suite, que la manière dont on va traiter l'information semble être un levier important pour travailler à la prévention de ces conséquences sociales. Alors, l'esprit critique, qu'est-ce que c'est ? J'ai pas le temps, mais j'aime bien le faire d'habitude. Je demande aux enseignants quelles sont leur représentation naïve de l'esprit critique s'ils n'ont pas commencé déjà à investir cette notion dans leur classe. Et il y a des travaux notamment de Genève, j'ai oublié son nom, une philosophe qui a justement documenté de manière systématique dans le cadre de ses travaux de thèse sur est-ce que les croyances des enseignants sur l'esprit critique avec la vraie définition se superposent. Et ces résultats sont assez intéressants.
Ce que la littérature scientifique dit de cette notion, c'est que, avant tout, l'esprit critique, et c'est une première mauvaise nouvelle, c'est un concept qui est complexe. Complexe parce qu'il implique plusieurs dimensions. Les dimensions de compétence, d'abord. Les dimensions de compétence, alors selon les auteurs, qui sont soit des philosophes, soit des psychologues cognitivistes, soit issus des sciences de l'éducation, définissent ces compétences alors, comme une capacité, donc on mesure une performance, et soit j'ai des performances élevées, soit elles sont réduites, sur, par exemple, l'analyse d'arguments, sur la capacité à faire des inférences, le raisonnement inductif, le raisonnement déductif, la capacité à juger ou à évaluer l'information, et enfin, la capacité à prendre des décisions ou résoudre un problème. Ces compétences, on peut les développer, mais on peut les avoir et ne pas les exercer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un deuxième élément à l'esprit critique qui est essentiel, c'est l'aspect dispositionnel, c'est-à-dire nos habitudes de pensée. Pour le dire autrement, notre personnalité, est-ce qu'on est du genre à exercer un esprit critique de manière spontanée ? Et là, on a, pareil, c'est beaucoup les philosophes qui ont documenté ces dispositions, ces qualités de personnalité qui concourent à déclencher les compétences d'esprit critique. Donc, selon les auteurs, ce ne sont pas les mêmes. On a quand même la curiosité qui a été présentée hier, qui est un élément qui est souvent évoqué, mais jamais défini comme a pu le faire Louise hier. L'ouverture d'esprit, la flexibilité. Vous voyez, on retrouve des choses qui sont classées de manière complètement différente dans d'autres disciplines. Donc, la définition d'un esprit critique, pour le faire de manière très générale et qui vous permette de le mémoriser, parce qu'il en existe beaucoup et des très longues, on va dire que finalement, c'est une pensée sur le fait de décider quoi croire et quoi faire. Dans les différents modèles qui documentent les compétences et les sous-processus qui rentrent en jeu lors de l'exercice d'esprit critique, on a une dimension qui est essentielle, c'est ce que dans d'autres modèles on appelle, dernière ligne ici, l'aspect métacognition, avec l'autorégulation et l'autocorrection de ces processus de pensée. Donc il faut bien imaginer dans ces modèles-là que ce qui est avancé, c'est que les compétences se mettent en œuvre plutôt de manière séquentielle. On traite une information, c'est-à-dire on l'analyse. Est-ce que c'est un argument? Est-ce que c'est une opinion? Ensuite, on l'évalue sur différents critères. On fait des inférences de type analogie, déduction, conclusion. On resynthétise, on prend une décision. Et tout cela en parallèle d'une auto-évaluation permanente et qui peut amener à un besoin d'autocorrection. Donc c'est pareil, en fonction des modèles, on ne les appelle pas de la même façon, on ne fait pas référence au même processus, mais quand ces dimensions ont été mises à jour, en fait, c'est suite à un très grand nombre d'interviews auprès d'experts de différents champs disciplinaires qui ont été interrogés sur, à votre avis, quelles sont les compétences principales que nécessite l'exercice d'esprit critique. On est en 2014 avec les nouveaux programmes scolaires qui paraissent et une rentrée un petit peu houleuse pour les enseignants puisqu'on leur demande deux choses, de développer l'EMI, l'éducation à l'esprit, l'éducation aux médias et à l'information, et à l'esprit critique. Sauf que vous n'étiez pas formés et vous n'aviez aucun support pédagogique pour vous accompagner dans cette tâche. Donc, une équipe de chercheurs menée par Elena Pasquilini notamment s'est mis à l'œuvre de cette revue de littérature. Qu'est-ce que, à l'international, on dit sur la question? Parce qu'en France, aucun chercheur travaillait sur l'esprit critique, et on n'est encore pas nombreux à le faire, même si on a des collègues qui travaillent sur des sous-dimensions qui sont très pertinentes à ce concept. Et
Elena, pour rendre les choses opérationnelles pour les enseignants sur le terrain, a essayé de proposer une définition plus opérationnelle, plus concrète, plus unidimensionnelle, j'oserais dire même, de l'esprit critique que je vous livre ici et qui est celle qui est recommandée par l'éducation nationale aujourd'hui en France. Donc c'est un ensemble de capacités permettant d'évaluer la qualité épistémique, donc en termes de véracité, des informations disponibles, en vue de prendre une décision et de calibrer sa confiance correctement en ces informations, selon les résultats de l'évaluation. Donc c'est une façon compliquée de dire que, en fait, l'esprit critique, c'est la capacité à ajuster sa confiance sur l'examen de l'information. Autrement dit, croire fortement en une information qu'on a évaluée fiable et ne pas croire en une information qu'on a évaluée comme peu fiable. Bien sûr, ici, le mot information est à entendre au sens très large. C'est pas que l'information média tagline, hein, c'est l'information, c'est n'importe quelle pensée ou concept nécessaire pour un raisonnement. Dans cette définition, on soutient l'idée que à la base, il y a un esprit critique naturel qui se développe chez l'enfant. Je n'aborde pas l'aspect développemental ici, mais si vous avez des questions, on pourra en discuter. Où l'idée, c'est de passer de cet état naturel d'esprit critique à un état plus avancé, qui nous fait gagner du temps, en fait, par rapport au développement naturel. L'idée serait donc, pour nous enseignants, d'outiller nos élèves à travers le développement à la fois de stratégies, donc liées clairement à la notion de traitement de l'information, analyse, évaluation, synthèse, interprétation, mais aussi de critères, c'est-à-dire des dimensions sur lesquelles systématiquement on va évaluer l'information. Donc de pertinence, de plausibilité, de vraisemblance, de rigueur, qu'en dit le consensus scientifique, de croiser ça avec la notion de connaissance, qui permettent donc de faire face à des situations différentes de celles pour lesquelles notre histoire évolutive nous a équipés. Donc l'idée, c'est bien de passer d'un état dossier naturel à un état d'esprit critique avancé. Troisième enjeu, proposition que fait cette définition, c'est en parallèle de ces étapes 1 et 2, de garder une vigilance, et c'est le mot, sur les processus de gestion de la pensée, autrement dit, la métacognition. Donc, capacité à s'auto-évaluer en permanence sur ce que je suis en train de faire. Donc, est-ce que c'est les bons critères? Est-ce que j'analyse l'information correctement? Est-ce que j'en ai les capacités? Et sinon, comment je fais pour m'auto-corriger? Et c'est là où, deuxième notion très importante dans l'esprit critique, quand j'évalue que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que je n'ai pas le temps, je ne sais pas, je ne suis pas expert du domaine, j'ai pas les critères qui me paraissent les plus pertinents sous la main, et bien dans ce cas-là, je suspends mon jugement. Soit parce que l'analyse, je la reprends plus tard, soit parce que en fait, je me rends compte que sur cette question-là, si je n'ai pas un expert, je ne suis pas capable de me forger une opinion fiable. Donc la vigilance épistémique, c'est cette notion qui renvoie à la fois au traitement du contenu de l'information. Donc on entend par là l'évaluation de l'argumentation. Donc là, il y a certaines disciplines qui peuvent plus particulièrement se sentir concernées. Et par ailleurs, l'évaluation ici des preuves. Donc qu'est-ce qu'une preuve et comment cette preuve est présentée pour juger du contenu de l'information. Alors soyons très clairs, si on est expert d'un domaine, suffisamment outillé, on n'a pas besoin de la deuxième dimension de cette vigilance épistémique, à savoir évaluer la source ou le support de l'information. Parce que la source en elle-même n'est pas un élément pertinent. Quelqu'un qui est absolument
non expert peut dire quelque chose de vrai. À l'inverse, quelqu'un d'expert peut dire quelque chose de totalement erroné. Donc, ça n'est pas un indicateur fiable, la source. Cependant, dans la plupart des cas, comme on n'a pas cette capacité d'autonomie sur l'évaluation du contenu de l'information, eh bien, la source devient un critère pertinent. Dans ce cas-là, la vigilance épistémique conduit à évaluer l'expertise de la source selon 3 critères, et là c'est exhaustif. D'abord, l'expertise de la source, donc savoir évaluer l'expertise d'une source, c'est très important. Son objectivité, quel est son but, pourquoi il me communique cette information, et enfin, sa bienveillance. Sa bienveillance, c'est au sens, est-ce qu'il a un gain à ce que je crois ou à ce que je ne crois pas à ce qu'il est en train de me dire. Troisième dimension qui accompagne cette vigilance épistémique, les capacités donc de métacognition épistémique, c'est le sentiment en fait de confiance qu'on a vis-à-vis de notre propre capacité à mener cette vigilance épistémique. Donc un niveau d'efficacité perçu par rapport à la tâche, un niveau d'humilité et de vigilance, et ensuite estimer notre propre état d'esprit. Donc cette troisième dimension, ça implique également d'avoir une conscience que ma réponse, que ce soit mon opinion, ma décision, mon comportement, elle va être émise dans un champ social qui n'est pas neutre. Et est-ce que les conséquences sociales de cette position que je vais émettre et afficher, je suis prêt à les assumer en fait. Donc ça me fait entrer aussi en jeu des choses comme l'identité sociale. Moi, ce qui fait partie d'un groupe de conspirationnistes, si je me mets à désadhérer à des théories du complot, en termes d'identité sociale, ça a un vrai enjeu. Ça a des vraies conséquences. Est-ce que je suis prêt à assumer ces conséquences ? Donc ça, la capacité de métacognition épistémique, c'est aussi estimer notre capacité à assumer le résultat de notre analyse de la situation. Et donc là encore, si on n'est pas prêt à l'assumer, n'allons pas plus loin en fait. Ça ne sert à rien, gagnons du temps et allons faire autre chose. Donc les points clés de l'esprit critique pour reprendre, c'est une base de connaissances. La littérature défend vraiment l'idée que sans des connaissances dans le domaine, avoir des compétences et une disposition à l'esprit critique n'est pas utile en fait, ne sert à rien. Donc ça veut dire connaître le domaine, donc les lois de la physique, du vivant, comment marche l'IA si c'est le domaine de l'IA, mais aussi comment fonctionne notre cerveau, donc comment j'élabore, comment je traite l'information, et enfin le système médiatique, comment l'information circule actuellement dans notre système informationnel. À la base de ça, donc des connaissances. Donc ça, c'est la première mission de l'enseignant, c'est apporter des connaissances suffisantes pour assurer l'élève dans sa capacité à pouvoir exercer son esprit critique. Deuxième étape, c'est l'outiller sur tous les critères d'évaluation de l'information. Donc là, ça dépend de la discipline, c'est travailler sur la notion de preuve, et à la fin, c'est l'accompagner dans la détermination de la véracité de l'information. Donc là, on le verra, sur les critères d'évaluation épistémique, il y a deux manières de traiter l'info, et il y a une manière qu'il convient d'encourager de développer chez les enfants, c'est un traitement plutôt analytique, donc explicite, étape par étape, on y reviendra. Troisième dimension qui est en conséquence, mais qui travaille également en rétroaction, l'aspect métacognitif, donc avec la conscience du contexte social qui joue un rôle, quoi qu'on en dise, et l'idée aussi que notre motivation à trouver un résultat plus qu'un autre peut venir enrayer tout le principe très vertueux que proposent les deux premières étapes. Enfin, identifier quel conflit d'intérêts moi j'ai avec la réalité
et qui peut m'éloigner justement du résultat d'exactitude du diagnostic. Ça va? Je m'arrête là pour l'aspect définition. Vous pouvez définir épistémique? La qualité épistémique, c'est la qualité de véracité. Donc c'est est-ce que l'information elle est pertinente, pas pertinente, est-ce qu'elle est crédible, non crédible, est-ce qu'elle est vraisemblable, non vraisemblable. Épistémique, il faut vraiment sous-entendre l'examen en termes de véracité, sur plusieurs dimensions. D'autres questions? Oui. Les connaissances sur le domaine qui concerne l'information, pas sur l'esprit critique. On n'a pas un esprit critique. On a une capacité à exercer un esprit critique en physique parce que c'est notre domaine d'expertise. Sur la question de la vaccination, parce qu'on s'est documenté sur la question. En psychologie cognitive, parce qu'on est expert du domaine. Et pas sur le climat, parce qu'en fait, j'ai jamais rien lu sur le climat. C'est ça, les connaissances. Alors, comment éduquer à l'esprit critique? Déjà, je vais déconstruire, est-ce que vous êtes prêts à ça, un certain nombre de préconceptions erronées qu'on peut avoir, pour diverses raisons d'ailleurs. Alors, d'abord, pour éliminer ces préconceptions, il y a une question fondamentale qu'on doit se poser quand on est enseignant, c'est « je veux développer l'esprit critique ». Très bien, mais en fait, pourquoi? Ça sert à quoi, pour moi, enseignant, de rendre mes élèves critiques? Et ça, c'est vraiment une question qui est propre à chacun. Et moi, j'ai mes raisons, mais il faut que vous identifiez les vôtres pour que ensuite, dans votre démarche, vous puissiez mettre en place des outils qui vous permettent de tester, d'observer si cet objectif il est atteint ou non. Donc, le rapport d'Elena Pasqualini propose que ce soit pour une amélioration des prises de décision dans la vie de tous les jours, très bien. D'autres, c'est pour une autonomie intellectuelle. J'y crois un peu moins, parce qu'on n'est pas capable en fait, de raisonner seul. Avec les autres, c'est toujours la garantie d'un meilleur résultat. Est-ce que c'est savoir identifier l'information fiable? Est-ce que c'est identifier si ça provient de l'IA ou non? Bref, il peut y avoir plein de raisons. Et moi, en tant que psychologue social qui a plutôt la mission de prévention des fausses croyances, mon but à moi, il est clair. C'est qu'il n'y a pas que dans la tête l'esprit critique, il va jusqu'au bout dans le comportement. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est de réduire les effets, qu'ils soient directs ou indirects, sur l'environnement social. Donc le climat, la santé, etc. Donc le comportement d'esprit critique, dont on parle finalement assez peu au Césaine, eh bien, ça fait quand même partie des choses importantes. Et tous les auteurs donc, ne sont pas d'accord sur cette question, mais sachez que certains le défendent activement. Donc, première préconception, je vais faire des petits exercices sur les biais cognitifs, c'est marrant, je vais me faire plaisir, je vais piéger mes élèves, et au final, après, je leur expliquerai comment faire. Alors, la littérature, déjà, qu'est-ce qu'elle dit sur les biais cognitifs? Les biais cognitifs, c'est une production issue de notre cerveau qui fait l'interface entre le monde réel et notre adaptation à ce monde réel. À chaque processus, quel qu'il soit, parce qu'il a des propriétés de fonctionnement, des erreurs potentielles peuvent être commises. C'est ça, un biais cognitif. On parle de biais cognitifs, mais en réalité, on peut les classer en sous-classes. Les biais perceptifs, ceux qui nous permettent d'appréhender le monde, avec l'aspect bien sûr attentionnel. Tout ce qui est traitement, transformation de l'information, donc les processus cognitifs, la mémorisation en fait partie, pour vous donner un exemple, mais aussi l'aspect émotionnel. Enfin, et on ne le dit jamais assez, ces biais socio-normatifs qui peuvent intervenir à tout moment dans le processus et surtout au moment où je m'apprête à faire émerger dans le champ social ma décision, parce que mon appartenance groupale, mon estime de soi, mon autoprésentation sont des dimensions qui sont essentielles pour juger de mon adaptation ou de mon inadaptation.
Donc l'idée, c'est, dans beaucoup de formations, de s'intéresser à ces biais, d'en donner des exemples, souvent un peu toujours les mêmes d'ailleurs, et voilà. Maintenant, vous savez que parfois vous êtes biaisé, donc allez, bon courage. Ok. Donc, en fait, c'est une idée qui n'est pas très constructive, en fait, de proposer ce type d'exercice dans la mesure où le fait d'expérimenter ses propres biais, eh bien, ça ne change pas, hein, le fait que vous pourrez quand même les exercer dans les situations qui s'y prêtent, et que le simple fait d'en avoir conscience ne les annule pas nécessairement. Il y a peu de travaux qui s'intéressent spécifiquement à quantifier l'impact des biais cognitifs sur nos comportements et par ailleurs sur le gain que pourrait avoir une sensibilisation à ces biais sur la prévention à les subir. Donc, c'est pas facile à corriger, c'est la première chose qu'on va retenir. Et la deuxième chose, c'est que, notamment dans les situations de santé, ou dans le cadre des diagnostics et des prises en charge thérapeutiques et médicales, les travaux ont documenté jusqu'à, par exemple, 19 biais cognitifs qui entrent en jeu dans les erreurs diagnostiques ou thérapeutiques. Mais le problème, c'est que les études, les méta-analyses, etc., souvent, en fait, ces chiffres-là qui sont avancés, 70% des études ont montré un lien entre biais cognitifs et erreurs thérapeutiques, mais en fait, elles sont de faible qualité. Donc en fait, on n'a pas vraiment de données qui quantifient réellement l'impact que peut avoir nos biais cognitifs sur nos comportements. Et ça, en fait, il y a une raison qui est assez simple, c'est que si ces biais, ils existent, c'est juste, on va dire, le déchet, on va dire, d'un très grand nombre de situations où les propriétés de nos processus cognitifs nous permettent une adaptation satisfaisante. Peut-être pas optimale, mais satisfaisante. Et c'est bien ça, c'est bien dans cet objectif-là que notre cerveau s'est affiné au fur et à mesure de l'évolution. Donc, il y a un autre problème, c'est que pointent ces études, c'est que vouloir aller contre nos propriétés naturelles de fonctionnement, qui sont donc plutôt satisfaisantes, eh bien, c'est un risque de déstabiliser un système de pensée qui, dans la majorité des cas, nous sert vachement, en fait. Et notamment nous sert à réagir rapidement, avec peu d'efforts cognitifs. Il y a un autre problème, c'est que les individus, lorsqu'on leur demande d'estimer leurs biais cognitifs, eh bien, ils ont toujours l'impression que les autres en ont plus qu'eux-mêmes. Et c'est sur tous les biais cognitifs considérés. Ce qui a tendance socialement à avoir une conséquence qui est plutôt négative, c'est que du coup, si toi tu es moins bon que moi, moi j'ai plus raison que toi, ah ben non en fait, et donc conflit interindividuel, conflit intergroupe plus probable. Pour vous en convaincre tout à fait, parce que je sais que c'est une croyance fortement ancrée, prenons l'exemple du biais de confirmation d'hypothèse. Vous vous souvenez le fait qu'on a tendance à proposer des exemples qui confirment le bien fondé de nos croyances. Je prends mon horoscope, il se trouve que mon horoscope, il a vu juste aujourd'hui, j'ai fait une conférence super, il m'avait prévu ça, effectivement, trop bien l'horoscope, ça marche. Et toutes les fois où mon horoscope, il a dit que j'allais avoir une opportunité professionnelle extraordinaire et qu'en fait, non, ça ne s'est pas passé, je vais les oublier. C'est ça le biais de confirmation d'hypothèse. Donc maintenant que je vous l'ai illustré, peut-être même je vous le fais vivre, vous agitez un petit peu émotionnellement, vous dites « Ah ouais, quand même ». Vous en faites quoi après ? Voilà. Comment on fait du coup ? Alors, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On ne lit pas l'horoscope. Oui, alors ça peut être prescriptif, effectivement. Donc si on part du principe que notre traitement de l'information conduit à un raisonnement qui doit avoir pour objectif une évaluation de l'horoscope, par exemple, et de sa véracité et de son efficacité. C'est du coup dans une perspective qui n'a rien à voir avec l'idée de justifier de la véracité dont je suis déjà convaincue. D'accord ? Donc ça veut dire que là, déjà, on a deux objectifs qui sont antinomiques. Donc soit c'est l'un, soit c'est l'autre.
Alors, exemple concret. La Lune a-t-elle une influence sur les naissances? Qu'est-ce qui va se passer? Si je pense que oui, quel est l'exemple classique qu'on utilise dans ces moments-là? Oui, et j'ai raison, regarde. On cite qui? Une anecdote. On cite même des experts du domaine qui? Les sages-femmes, qui volontiers, et je les adore, hein, disent qu'effectivement, les nuits de pleine lune, il y a plus d'accouchements et c'est plus difficile. Biais de confirmation de l'hypothèse. Ok, donc je sais que je viens de commettre un biais de confirmation de l'hypothèse. Je fais quoi alors? Je le corrige? Comment je fais? Ok, je suis d'accord. Donc l'objectif pédagogique, dans ces cas-là, c'est je vais privilégier les données objectives, les registres de naissance, par rapport aux données subjectives, donc par exemple les témoignages. Très bien. C'est largement documenté, je vous en ai pris une au hasard, pour que ce soit bien clair qu'en fonction du cycle lunaire, on a exactement la même proportion de naissances, et quand bien même elle serait provoquée, le résultat reste aussi plat. Donc là, j'ai envie de vous dire, est-ce que pour arriver à enseigner à nos élèves de privilégier les données objectives aux données subjectives, est-ce que j'ai besoin de perdre tout ce temps-là que j'ai passé à vous présenter le biais de confirmation d'hypothèse, à vous présenter en quoi c'était compliqué, c'était erroné, etc. Je peux en faire l'économie, en fait. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, allons directement enseigner à nos élèves la notion de preuve, la notion de véracité et comment, donc la méthodologie scientifique ici, qui permet d'accéder à l'objectivité. Voilà, donc ça c'est un point final sur les biais cognitifs. Deuxième qui découle de cet exemple, c'est, disons, allons directement travailler avec nos élèves sur leur traitement de l'information. Je vais vite parce qu'on vous l'a présenté déjà, je pense, 1000 fois. Nous avons deux systèmes de pensée, une pensée intuitive qui est rapide, peu coûteuse cognitivement et que l'on distingue, même si on n'a pas de preuve définitive que ces deux processus existent vraiment, mais qui s'oppose à un système. Et il faut le dire aussi, hein, on n'a pas deux circuits dans la tête qui s'allument, en tout cas les neuroscientifiques ne l'ont toujours pas mis à jour. Il y a des présomptions, mais c'est quand même pas si manichéen que ça dans notre tête. Qui s'oppose donc à un système plus analytique qui, lui, est plus coûteux, plus lent, qu'on ne peut pas exercer au quotidien, mais qui, pourtant, permet un résultat plus optimal. Donc, pour évaluer la qualité de notre information, il faut encourager nos élèves à produire ce deuxième type de traitement. Donc, faisons-le. Amorçons nos élèves quand c'est pertinent de le faire, le déroulé d'une pensée analytique. Donc je vous je vous ai sélectionné un article qui fait ça et qui mesure l'impact qu'a le déclenchement d'un système analytique systématique sur une cohorte donc de jeunes adultes. Donc on leur présentait une fake news ou une information réelle sur le climat, et puis il y avait 3 conditions expérimentales, une condition contrôle, une condition où ils avaient un guide qui leur permettait, avec 4 questions qui sont sur la gauche ici, qui leur permettait d'analyser pas à pas la nouvelle. Donc ça, c'était la deuxième condition expérimentale dite guide seul. Et une troisième condition expérimentale où on rajoutait l'aspect métacognitif, où on leur demandait en plus d'évaluer leur niveau, le niveau d'importance qu'avait chacune de ces... non, pardon, c'était pas le niveau c'était pas la métacognition, c'était le renforcement de la pensée analytique en demandant systématiquement au sujet d'évaluer l'importance du critère pour discriminer l'information juste de l'information erronée. Ce que montrent les résultats ici sur ce graphique, c'est que le niveau de confiance, alors les tailles d'effet sont toutes petites, mais elles restent significatives. On a, avec un traitement analytique, un niveau de confiance
n'est pas... pardon, juste une précision. Ici, c'est pour les fake news uniquement. Je ne vous ai pas présenté le diagramme pour les informations justes, mais il va dans l'autre sens de manière prédictive comme attendu. Le niveau de confiance diminue avec le traitement analytique qui s'exerce. La probabilité de liker l'information diminue également lorsqu'on exerce un traitement de plus en plus analytique. Et la question du partage de l'information sur la toile, elle aussi, diminue lorsqu'on considère que c'est une fake news. Donc voilà un exemple de méthodologie qu'on peut mettre en place pour, on dit, amorcer, déclencher artificiellement la pensée analytique. Deuxième principe, le principe d'inoculation. Donc dans cette étude, en fait, et je vous invite à aller regarder les vidéos, alors elles sont en anglais, il faudrait les traduire et puis voire même les transposer en français. C'est un matériel en fait qui présente les 5 arguments fallacieux classiquement utilisés lorsqu'on cherche à persuader quelqu'un en termes d'influence, en termes de manipulation. Donc là, je vous ai présenté l'écran du faux dilemme. Donc, on explique dans une vidéo de 3 minutes assez rigolote le principe du faux dilemme. Le faux dilemme, hein, c'est soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Bah non, je peux n'en avoir rien à faire. Donc c'est ça le faux dilemme, en fait, c'est forcer 2 choix. Et bien sûr, l'un des 2 est celui que l'on souhaite obtenir de notre sujet. Donc ça, cette pratique d'influence est très largement répandue dans l'argumentation. Et ce que montrent les résultats de cette étude, c'est que sur le niveau de confiance, sur la volonté à partager cette information, le fait d'avoir été soumis à ce qu'on appelle l'inoculation, c'est-à-dire on apprend aux gens le principe de la manipulation, eh bien ça les rend plus sensibles lorsqu'ils y sont confrontés. Et du coup, ils ont tendance à ce moment-là à moins partager l'information, à avoir moins confiance en cette information et à plus les reconnaître. Donc sur la gauche, vous avez les différentes techniques de manipulation. L'attaque ad hominem, l'attaque personnelle, le fait que l'émotion soit très vivante dans ces messages, etc. Donc, le principe d'inoculation, c'est la même chose. On apprend sur la rhétorique fallacieuse comment elle fonctionne, sur les techniques de manipulation, comment elle fonctionne, et cela rend les gens plus sensibles à leur détection par la suite. Donc voilà des pistes qui nous permettent d'agir directement sur le traitement de l'information et donc de prévenir ces fausses croyances. Ça, je passe que je n'ai pas le temps. Dans les recommandations pédagogiques, j'ai barré ce qu'il ne faut pas faire et qui est démontré comme étant pas intéressant d'un point de vue pédagogique, au profit donc de choses qui, elles, sont documentées dans la littérature comme étant efficaces. Vous avez les diapos, donc je ne m'arrête pas plus longtemps. Si vous avez envie de travailler sur les arguments fallacieux de vos élèves, eh bien, sachez qu'il y a déjà énormément de choses qui sont pour tout âge déjà développées. Si vous avez un livre à mettre sur votre chevet, c'est celui-ci. Toutes les petites techniques de rhétorique fallacieuse, il est croustillant et très sympa à lire. Et reprend en fait les 3 grandes listes d'argumentation fallacieuse que l'on retrouve et pourront vous aider à construire des petits exemples. Donc j'avais envie de vous sensibiliser justement à cet argument fallacieuse et de vous amener à cette distinction entre ce qu'on appelle le syllogisme, c'est-à-dire le raisonnement logique qui est conduit à une conclusion juste, que l'on distingue de 2 autres grandes classes de raisonnement erroné, le paralogisme et bien sûr le sophisme qui est une manière de présenter l'information volontairement fallacieuse. Donc voilà, la rhétorique fallacieuse, si vous l'apprenez à vos élèves, vous aurez une plus grande chance qu'ils deviennent résistants en fait, à ces influences par la suite.
Alors, l'argument d'autorité, c'est un argument fallacieux, hein, c'est-à-dire que quand on est expert et qu'on dit quelque chose et qu'on est dans notre domaine, bah, ça va, ça passe. Mais par contre, on peut être expert d'un domaine et être interrogé sur un autre domaine, et la transposition de cette autorité dans un autre domaine n'est pas forcément légitime. Et c'est là que réside le caractère fallacieux de cette information, de l'information. Et ce que montre, par exemple, ici, ces résultats, c'est que lorsque on est face à un message qui nous implique, eh bien, on n'a pas la même exigence vis-à-vis de cette légitimité de l'autorité. Autrement dit, sur la gauche du graphique, on voit que lorsqu'on a une implication forte concernant le sujet, eh ben, on va examiner les arguments qu'il a, en fait. D'accord ? Et donc, l'expertise de la source, l'autorité, n'est plus une variable qui influence mon jugement. En revanche, pourquoi ? Ben parce que je suis en traitement analytique, hein, clairement. En revanche, quand je ne suis pas impliquée, qu'est-ce qui se passe ? Ben, j'utilise les indices heuristiques de la situation. Et parmi eux, l'autorité de l'expert est un élément important. Et c'est là où je peux commettre une erreur. Donc, quand je suis une implication faible, l'expert a tendance à plus me convaincre que le non-expert. Donc, il faut le savoir, parce que quand l'expert n'est pas expert, en fait, on se trompe. Sur la question de l'incertitude également, le niveau d'incertitude peut être manipulé à travers les émotions, et c'est comme ça qu'on explique leur influence sur la cognition, dans une partie majeure de la littérature dans la prise de décision. Et ce que montrent les résultats ici, c'est que quand on est face à une source experte, et bien là encore, en cas d'incertitude, le niveau d'expertise influence la décision. Alors que quand on est... en cas d'incertitude ici, là, on n'a pas de différence selon l'expertise de la source. C'est normal, je suis en traitement analytique. Par contre, en cas de certitude, je regarde les choses à la va-vite, hein, parce que je sais déjà. Et puis, du coup, il est expert. Donc, je suis encore plus convaincue. Donc, l'aspect métacognitif, c'est cette idée de rester au contrôle, dans la clairvoyance de mes objectifs à moi lorsque je procède au traitement de l'information, parce qu'il y a tout plein de variables qui peuvent venir expliquer que même si je pratique un traitement analytique de la situation, en fait, le résultat il peut être déjà prédécidé. En fait. C'est ce qu'on appelle la motivation défensive. Donc, le scientifique, lui, il exerce une motivation épistémique parce que son ambition, c'est la recherche de l'exactitude. Et on devrait au quotidien être dans cette démarche. Sauf que on vit dans un contexte social et en réalité, notre adaptation parfois entraîne des enjeux en termes de défense de soi, d'estime de soi, d'autoprésentation. Et du coup, le résultat, on sait déjà à quoi on doit arriver et la systématicité du traitement de l'information ne garantit donc pas nécessairement une plus grande exactitude. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure sur déclencher un traitement analytique chez nos sujets, ce n'est pas une garantie absolue que cela les éloignera de leurs fausses croyances. Cela va dépendre aussi de leur motivation défensive. Donc là maintenant c'est mode info, j'ai fini sur le contenu, je vous donne des ressources, vous en avez plusieurs. Donc sur le site du CESEN, on a des collègues enseignants ont rédigé des dimensions épistémiques sur lesquelles on peut évaluer la qualité d'une information, c'est très documenté. Vous avez à chaque fois les critères et des conseils sur qu'est-ce qu'on entend par ces critères et des livrets aussi avec des exercices concrets issus de différentes disciplines et issus de différents niveaux scolaires pour vous inspirer. Vous avez également des recommandations sur leur place dans ces différentes dimensions, travailler ces différentes dimensions dans les différents programmes scolaires qui vous concernent. Sur l'aspect disciplinaire, juste un mot. En fait, il faut développer des connaissances propres à chaque discipline. Donc, chacun d'entre vous
dans le maillage éducatif, vous avez un rôle spécifique qui est lié à votre domaine. Donc pour les élèves du primaire, ça va être à chaque fois en fonction de la discipline que vous allez enseigner. Et si vous êtes prof de SVT, vous allez avoir des critères qui vous seront plus directement adressés, alors que le prof de français ou de philo aura plutôt d'autres critères à travailler. Ce qui fait que la complémentarité des approches disciplinaires va renforcer, va répéter les exercices sur différents critères qui sont partagés par les disciplines et au final, effectivement développer l'esprit critique. Mais l'esprit critique, c'est pas on l'exerce une fois et dans une discipline pour toutes les disciplines. Ça, c'est faux. Attention, l'esprit critique, c'est pas que en fonction de l'EMI, l'éducation aux médias et l'information. L'esprit critique, il s'exerce en dehors des médias. Vous n'avez pas nécessairement besoin de travailler avec Facebook ou les taglines de TikTok. Il y a aussi dans l'histoire, dans des documents d'archives, etc., des documentaires, des choses très intéressantes à travailler et qui n'ont rien à voir avec l'éducation aux médias et à l'information. D'autant que il y a beaucoup de choses dans la littérature qui, à ce jour, ne sont pas encore testées et dont on ne sait pas si ça fonctionne, voire si cela a des effets délétères. Un petit exemple de... Allez, 2 minutes. Encore 2 minutes. Un petit exemple de ce qu'on est en train de faire avec 2 enseignants, justement, parisiens en SVT sur leurs élèves de 5e. Donc eux, ils ont voulu, comme l'étude que je vous ai présentée, travailler le critère de confiance épistémique avec leurs élèves. Donc ils ont un groupe contrôle où ils font les exercices sur différents critères qu'ils ont identifiés au début de l'année. Ils ont mesuré les performances de leurs élèves par rapport à ces critères-là de manière naïve en début d'année. Et ils travaillent les critères au fur et à mesure dans la condition contrôle, tout simplement. Et dans la condition expérimentale, systématiquement, à chaque fois, ils demandent aux élèves d'expliciter leur niveau de confiance sur l'échelle qui est affichée ici, qu'ils ont dans leur capacité, justement, à évaluer correctement l'information qui leur est présentée sur le critère sur lequel ils travaillent. Et l'ambition là qu'on a en mai, c'est de leur proposer un exercice décontextualisé de ces travaux dirigés pour voir si spontanément, premièrement, ils arrivent, que ce soit dans la condition contrôle ou dans la condition expérimentale, à mobiliser les bons critères en fonction du contexte informationnel qu'on leur présente. Et deuxième chose qu'on aimerait voir apparaître dans nos résultats, c'est que le niveau de confiance soit plus ajusté, de manière plus correcte dans le groupe où ils ont été entraînés à le faire par rapport au groupe contrôle où on ne les a jamais guidés dans cet exercice. Donc ça serait chouette. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour les résultats si jamais ils sont significatifs. Voilà, donc que retenir de cette prévention d'un traitement biaisé de l'information ? Eh bien, du coup, ce qui est propice aux fausses croyances, c'est le manque de culture scientifique, c'est le manque d'outils qui permettent d'évaluer la véracité d'une preuve. Donc, qu'est-ce que c'est la charge de la preuve ? C'est vraiment très important. Sans ça, eh bien, on aura une plus grande adhésion aux fausses croyances. Donc, on enseigne les critères de véracité, on enseigne la science, la méthode scientifique, au sens outil, pour enrayer ce phénomène. Donc la formation à la méthode scientifique, vous la connaissez, les résultats de la littérature montrent que quand on enseigne, alors je ne vais pas présenter ces résultats-là, mais plutôt les nôtres, c'est mieux. Donc en fait, dans une série d'ateliers qu'on a menés à Aubagne sur l'esprit critique et l'éducation média, on a travaillé toutes ces notions d'esprit, de traitement analytique à travers différents contextes. Ce qu'on a mesuré, c'est le niveau d'adhésion aux théories du complot et aux croyances paranormales de ces élèves. Et on observe donc une diminution dans le groupe expérimental par rapport au groupe contrôle, comme attendu, donc un niveau d'adhésion moindre à l'ensemble de ces croyances conspirationnistes, donc entre avant et après l'intervention, et qui se maintient dans le temps, donc 3 mois plus tard. En revanche, pour les croyances paranormales, eh bien, la différence elle est significativement tendancielle.
post-intervention, mais elle revient à un niveau de base après une période. On l'explique probablement par le fait de la prégnance du contexte culturel de l'enfant. Donc voilà, 8 séances sur 3 mois, c'est pas suffisant. C'est pour ça que la répétition à travers les différentes disciplines est à recommander. Bon, d'autres résultats expérimentaux qui montrent que les exemples pseudo-scientifiques pour venir renforcer la maîtrise des principes méthodologiques de la science diminuent également les croyances conspirationnistes et aussi des choses comme l'illusion de pattern, donc l'impression de percevoir des choses qui ont du sens dans des données aléatoires, qui est un élément corrélé positivement avec les fausses croyances. Voilà, donc ça c'est des slides, que vous avez, donc, qui font la conclusion de la... Voilà quelques ressources pour terminer, que je vous invite à aller explorer le parcours magistère. Je vous ai mis le parcours magistère avec la mallette Esprit Critique, accessible à vous tous, développé par les membres du CESEN. Et puis voilà. Merci.